Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à déjà le 40e épisode de notre balado. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Comment ça va, Jocelyn? Bonjour, ça va très bien, ça va très bien. Bon, écoute, grosse semaine. Pour la deuxième, Oui, fois- pour la deuxième semaine consécutive, on ne parlera pas de l'Ukraine. un petit peu, un petit peu. Un tout petit peu, OK. Mais bon, il faut inévitablement parler de ce qui se passe au Proche-Orient, le Ouais. conflit entre l'Iran puis Israël, c'est en train de prendre des proportions là, assez gigantesques, là. Donc, on parle là, Mm, de possibilité que les États-Unis interviennent militairement. Donc, on va discuter de ça. On va aussi faire un retour sur le dernier sommet du G7 qui a eu lieu au Canada il y a quelques jours de ça, et aussi sur le prochain sommet prochain sommet de l'OTAN. Donc, c'est notre menu pour cette semaine. Fait que, commençons avec The Talk of the Town, l'intervention possible, probable, potentielle, on ne le sait pas trop, des États-Unis dans le conflit entre Israël et l'Iran. C'est ce qu'on raconte, c'est ce que les médias ont rapporté, que Donald Trump aurait pris déjà sa décision d'intervenir militairement. Bon, est-ce que c'est véritablement le cas ou c'est pas ce qu'on appelle un ballon d'essai, simplement pour tester la réceptivité de cette position-là dans l'opinion publique? Mais bon, on peut s'attendre à tout aussi. Ou aussi changer d'idée dans 24 heures. mhm. On le verra bien. Mais bon, en ce moment, c'est ce dont on parle. Donc, ça Il se donne implique 15 jours. Il se 15 donne 15 jours pour prendre la décision, oui. Mais c'est ça, mais paraît que la décision est déjà prise, qu'il y a déjà Ah, des mouvements. Donc, il y a un porte-avions, le Nimitz, qui a oui, été déployé oui, dans la Méditerranée. Un autre porte-avions, le Carl Vinson, je crois, possible. qui était dans le Pacifique, qui devait hier ou aujourd'hui accoster dans un port au Vietnam. Ça a été annulé, donc le navire est en direction maintenant de l'océan Indien pour remonter vers le golfe Persique. Les États-Unis ont aussi envoyé des avions ravitailleurs dans la région. D'après ce que j'ai vu, à peu près une vingtaine ou presque deux douzaines. Donc, inévitablement pour ravitailler les F-16 israéliens, parce que Israël n'a pas d'avions ravitailleurs pouvant donner de l'essence à leurs chasseurs en plein vol. Donc, Mhm. c'est vraiment, comme on dit en anglais, il y a une espèce de military build-up Ouais. en tout cas, qui semblerait confirmer que le président Trump va s'impliquer, va ordonner la participation de l'aviation américaine pour participer aux côtés des Israéliens à des frappes aériennes contre l'Iran. Puis, ça se comprend dans une certaine mesure parce que moi, j'avais dit dans une entrevue en début de semaine, moi, je pense pas qu'Israël a été en mesure de détruire les installations nucléaires iraniennes qui sont profondément enfouies dans le sol Mhm. à plus de 100 mètres. J'ai même entendu cette semaine qu'il y avait des installations qui étaient enfouies à près de 800 mètres. Mhm. Donc, Israël, pour pouvoir véritablement détruire ces installations-là, a besoin d'une bombe qui est en mesure de pénétrer profondément dans le sol avant de pouvoir exploser. Puis il y a juste les Américains qui ont cette bombe-là. Puis le problème, c'est que cette bombe-là, comme on dit en bon français, elle ne fit pas sur les avions israéliens, mais uniquement sur les B-2 américains. Ça, c'est des avions qui valent 3 milliards de dollars pièce. Donc, les Américains ne vont pas prêter ces avions-là à qui que ce soit, même à leurs alliés israéliens. Donc, c'est la raison pour laquelle le premier ministre israélien, Netanyahou, a fait la demande là, aux États-Unis pour qu'ils utilisent ces bombes-là avec des B-2 pour pouvoir assister l'aviation israélienne dans ses frappes contre les installations nucléaires iraniennes. Donc, on peut se poser la question, c'est quoi les avantages pour les États-Unis euh, d'entrer en guerre contre l'Iran à ce moment-ci? Euh, j'ai une liste d'avantages, puis ensuite, je vais parler des inconvénients, puis j'ai pas de réponse à la question, là. Puis on espère que le président Trump a accès à ces informations-là pour pouvoir prendre la meilleure des décisions afin de ne pas enflammer inutilement une région. Donc, premièrement, moi, je pense que le régime des mollahs en Iran est
extrêmement fragilisé en ce moment, fragilisé comme il n'a jamais été depuis 1979, depuis la révolution iranienne. Donc, pour les États-Unis, pour Israël, c'est une excellente opportunité de contribuer à renverser ce régime-là. Puis là, je pense qu'on doit parler là, de changement de régime parce que c'est une expression qui a été utilisée par Netanyahou explicitement il y a quelques jours. Puis je pense que c'est une réelle possibilité. Puis les menaces là, de l'ayatollah iranien, selon lesquelles le jour dont on se souviendra pour l'éternité approche, moi je pense que c'est de la frime. Parce Mhm. que en ce moment, les C'est Iraniens ont pas l'arme nucléaire. Ils n'ont pas non plus de missiles hypersoniques, comme la Russie peut avoir en ce moment, en faible quantité d'ailleurs. L'Iran n'a pas aussi d'alliés. Tu sais, ces proxies, le Hamas est très, très, très largement affaibli depuis le 7 octobre 2023. Les gens du Hezbollah, ben, on sait ce qui s'est passé avec les Mhm. Paget, les téléavertisseurs. Ça a vraiment aussi contribué à décapiter l'organisation. Moi, je ne pense pas que la Russie, qui est aussi un allié stratégique de l'Iran, a les moyens matériels en ce moment pour pouvoir soutenir son allié. Puis je ne pense pas non plus que les Chinois vont accepter de procurer des armes à ce qu'il y ait des extrémistes religieux dont les Chinois se Mhm. méfient. Il faut aussi se Ouais, souvenir que la question de l'extrémisme religieux, c'est une question de politique intérieure en Chine, dans en la Chine, région ouais. du Xinjiang, dans l'ouest du pays, qui est une région limitrophe au Kazakhstan. Il y a vraiment des mesures de répression contre la population musulmane parce que les Chinois craignent justement euh, ce qui peut être associé à l'islam. Donc, je verrais mal la Chine appuyer militairement un pays comme l'Iran, en sachant très bien que c'est le genre de pays qui peut se retourner contre soi d'ici 5 ans, là. Donc, l'Iran est pas mal seul en ce moment, puis aussi la décapitation du régime, ça s'accélère. Donc, vous avez des généraux qui ont été assassinés la semaine dernière par les attaques ciblées de la part d'Israël, qui ont été remplacés par d'autres généraux, mais au cours des derniers jours, ces mêmes généraux-là qui ont succédé à ceux qui ont été tués ont eux-mêmes été tués cette semaine. Fait que là, ce que ça c'est en train de dire, c'est que les promotions dans l'armée iranienne, c'est essentiellement en train de devenir une condamnation à mort. Donc là, il y a un risque là, de voir un effritement de l'unité des élites politiques en Iran, combiné à une partie non négligeable de la population qui, je pense, le souhaite le renversement du régime. Fait que, c'est vraiment, en ce moment, le régime est affaibli, puis la tentation d'accélérer son effondrement est grand. Puis à cet égard-là, mais tu sais, je peux comprendre la tentation de Trump de vouloir contribuer au renversement d'un régime qui est officiellement un régime ennemi des États-Unis depuis Mhm. plus de 45 ans, qui a aussi humilié les États-Unis en 79 lorsque les employés de l'ambassade américaine ont été pris en otage. Donc, il y a comme depuis 45 ans, il y a comme un désir de revanche qui est latent. Puis l'occasion, la fenêtre d'opportunité en ce moment, elle est vraiment bonne pour pouvoir Mhm. renverser le régime. Puis très rapidement, le d'autres avantages pour les États-Unis, ben, ça contribuerait aussi à humilier la Russie, puis à présenter Moscou comme un allié qui n'est pas fiable à l'égard de ses alliés avec lesquels ils ont des accords d'alliance stratégique. C'est le cas avec l'Iran depuis quelques mois déjà. Puis ça a déjà été démontré dans une certaine mesure l'automne dernier lorsque la Russie n'a pas été en mesure de freiner le renversement du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Puis potentiellement aussi, ça pourrait peut-être permettre aux États-Unis d'avoir un régime politique qui serait davantage tourné vers l'Occident, donc qui permettrait d'une certaine façon de s'assurer un meilleur contrôle sur le pétrole iranien, puis aussi d'avoir un pied à terre, un Airbnb tout près de la Chine. Donc, ça, je ne pense pas que les Américains pourraient rechigner là-dessus. Autre avantage, ça permettrait d'éliminer un pays ou un régime plutôt qui coopère avec des groupes terroristes et qui a des visées nucléaires, ce qui est pour moi la pire des combinaisons. Euh, Puis aussi, je pense qu'il y a des risques extrêmement minimes pour l'aviation américaine. Je pense s'ils envoient des B-2, des avions furtifs ou d'autres chasseurs, je pense pas que
l'Iran ait la capacité d'abattre ces avions-là parce que mm, le système de défense antiaérien iranien semble plus du tout opérationnel, en tout cas dans l'ouest du pays. Donc, ça pourrait être une opération à coût nul pour les États-Unis, comme ça a été le cas en Libye en 2011. mm, Puis au final, ben, ça serait aussi une victoire, dans cette perspective-là, ça serait aussi une victoire facile pour Trump, que Trump pourrait présenter à son électorat. Donc, en utilisant la propagande, faut aussi se souvenir que ça pourrait être potentiellement super parce que ça pourrait être la, la, la guerre, parce que la dernière guerre que les États-Unis ont remportée facilement sans perte ou sans grande perte, ça a été la libération du Koweït en 1991, là. mm. Depuis, toutes les opérations militaires américaines ne se sont pas soldées par des succès retentissants. L'Afghanistan, on se souvient, le départ de Kaboul Ouais. en août 2021, ça ressemblait au départ de Saïgon en 1975. C'était assez Mm, humiliant. L'intervention en Irak, ben, ça a été un succès militaire, mais les problèmes ça a été par la suite l'organisation politique du pays. Ça a entraîné un mm, chaos dans le pays, un chaos dans la région, qui a aussi mené à l'émergence d'un nouveau groupe terroriste, l'État islamique. Donc, ça pourrait être une façon pour Trump de remporter une victoire facile qui est attendue depuis 45 ans par une certaine partie de la population américaine à faible coût ou à coût nul. Donc, ça peut être un avantage qui peut peut-être le motiver à vouloir aller de l'avant avec cette intervention-là. Puis aussi, je ne pense pas qu'on devrait s'attendre à voir beaucoup de pays arabes défendre l'Iran. Tu sais, par exemple, pour l'Arabie saoudite, l'Iran, c'est un ennemi. Puis pour bien d'autres leaders arabes dans la région, mm. je pense qu'ils ont accepté le fait qu'ils ne pourront jamais vaincre Israël. Tout à fait. Puis pour eux, l'Iran, c'est un empêcheur de tourner en rond dans la région. Donc, je pense que lorsqu'on Ouais. met bout à bout ces différents avantages-là, c'est peut-être des éléments que Trump a en tête dans sa décision, peut-être là, au cours des prochains jours, des prochaines semaines, d'ordonner une contribution de l'aviation américaine dans ce conflit-là. Mm, Puis, très rapidement, je vais parler des avantages, puis ensuite, je te cède la parole. Bon, des avantages. L'Iran a promis de s'attaquer aux intérêts américains dans la région si les États-Unis intervenaient, donc essentiellement de frapper des bases américaines dans la région, de bloquer peut-être le détroit d'Ormuz, qui est situé entre l'Iran puis les Émirats arabes unis, où transite à peu près 20 de tout le pétrole dans le monde, donc mm, 20 millions de barils de pétrole par jour. Donc, ça viendrait créer des risques évidents d'approvisionnement de pétrole. Donc, il pourrait y avoir une pénurie, ça pourrait contribuer à l'augmentation des prix à la pompe. Bon, même si on peut douter que la marine iranienne soit en mesure vraiment de rivaliser contre la marine américaine, mais il en reste pas moins que c'est un risque qui pourrait aussi bénéficier la Russie, parce que s'il y a une pénurie de pétrole, on pourrait très bien voir le baril de pétrole passer à près de mm. 100 $ le baril, ce qui ferait l'affaire de la Russie, parce que eux, cette année, ils ont établi leur budget national sur la base d'un baril à 69 piastres. Ah oui. Donc, mettons que ça passe à 80, 90, 100 $, ben, c'est ce qui leur permettrait de pouvoir financer leur guerre Leur guerre. en Ukraine. Puis aussi, ben, l'autre problème, ben, c'est les morts potentielles de soldats américains sur des bases qui pourraient être frappées par des missiles balistiques. Donc, on s'imagine que s'il y a des douzaines et des douzaines de soldats américains comme ça qui sont tués, qui reviennent dans des cercueils avec le drapeau américain dessus, ça pourrait contribuer peut-être à renverser l'opinion publique en faveur de cette intervention-là. Parce qu'on sait, l'Iran a des missiles balistiques, ils les ont utilisés contre Israël, mais la question, c'est, il en reste combien? Mm. Parce qu'on sait qu'au cours des derniers jours, le nombre de missiles lancés contre Israël à partir de l'Iran a jamais Baissé. a baissé. Donc, Mm. on peut se poser la question, est-ce qu'il commence à manquer de missiles ou il s'en garde en réserve dans l'éventualité où les États-Unis interviendraient pour pouvoir frapper les bases américaines dans la région? Donc, il y a un risque ici. C'est quoi la nature de ce risque-là? Très élevé, minime. Là, c'est bon, c'est ouvert à interprétation. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que le risque est relativement minime. Je pense que l'armée américaine a quand même la capacité de pouvoir intercepter la Ouais. plupart de ces missiles-là. Puis en matière de rivalité entre la marine iranienne et la marine américaine, il n'y a pas photo, là. La marine américaine a le dessus.
Puis c'est aussi la raison pour laquelle des navires ont été, comme je disais, ont été redéployés de l'océan Pacifique vers le golfe Persique. Autre problème, c'est que dans tout changement de régime, ben, inévitablement, il y a toujours un inconnu, hein. On ne sait pas, d'une part, comment va réagir la population locale, ni l'identité de ceux qui vont remplacer les leaders déchus. mm, Poser la question, est-ce qu'une intervention américaine pourrait pas contribuer à animer un sentiment nationaliste en Iran qui pourrait momentanément mobiliser la population derrière le régime en place? On parle de 80 millions de personnes ici, là, c'est mm, pas un nombre insignifiant. Puis aussi, ben, c'est ça, on l'a vu en Irak, hein, c'est une chose de renverser. En fait, c'est la solution, c'est la chose la plus facile de renverser un ouais, régime plus faible que ouais, l'armée américaine. Le problème, c'est ce qui vient par la suite. Puis, tu sais, si on déstabilise un pays en entier, ça mène à une guerre civile, comme c'est le cas en Libye depuis 15 ans, ils ont été incapables depuis 15 ans, depuis le départ de Kadhafi, de pouvoir s'entendre sur l'organisation de l'administration publique. C'est divisé entre clans, entre différents groupes. La même chose pourrait survenir en Iran, puis dans une situation chaotique comme celle-là, ben, ça pourrait mener à l'émergence de groupes encore plus dangereux que ceux qui sont au pouvoir en ce moment. Ben, ça, c'est aussi une chose à considérer, c'est le mm, grand inconnu. Puis le dernier désavantage, ben, ça, c'est sur le plan de la politique interne pour Trump, c'est la division au sein du Parti républicain. ouais, Parce que je pense qu'il y a une partie du Parti républicain qui souhaiterait, je pense, une intervention en Iran, mais il y a aussi une autre partie qui, je pense, qui serait résolument opposée à cette intervention-là. Donc, je pense qu'une grosse partie du Parti républicain qui est résolument isolationniste. Donc, il y a un risque ici de schisme à l'intérieur du parti entre les alliés de Trump, qui est grand. Puis, je pense on l'a vu hier ou avant-hier, vous avez Tucker Carlson qui a fait une entrevue avec Ted Cruz, le sénateur mm, républicain du Texas. Puis, tu sais, Tucker Carlson, je pense que c'est un allié objectif de Trump. Mais dans l'entrevue, lui, je pense il appartient plus au courant isolationniste, alors que ouais, Cruz appartient plus au courant interventionniste. Puis l'entrevue, là, ça s'est mal passé pour Ted Cruz, là. Il s'est fait tailler en pièces par Tucker Carlson. Donc, vous avez, tu sais, deux gens qui appartiennent au même parti, là, ou à la ouais, même lignée idéologique, qui, vraiment, sur cette question-là, là, ils s'affrontaient, puis, tu sais, ils ont jeté les gants. C'était vraiment pas beau. Donc, il y a un risque ici pour Trump avec les midterms ouais, qui arrivent dans un ouais, peu moins déjà ouais. d'un an et demi. Mais s'il y a ce schisme-là qui se crée déjà à l'intérieur du Parti républicain, ben, même avant les midterms, ça pourrait empêcher Trump de pouvoir faire passer Ouais. différentes choses dans son Moi, programme moi, législatif. moi, je ferais une distinction au sein du Parti républicain. C'est vrai qu'il y a les interventionnistes et les isolationnistes, là, pour faire simple. Mais je crois que les interventionnistes le sont d'abord pour Israël exclusivement et que le reste du monde ne les intéresse pas. Oui, Oui, il y oui, a c'est vrai. l'Ukraine, oui, il y a l'Ukraine qui peut encore mobiliser, mais la focalisation de l'establishment politique américain depuis 60 ans, démocrate comme républicain, puisqu'il y a un consensus assez Oui, fort, c'est Israël. oui, Et puis, donc, la chicane est prise autour de ça, mais elle ne serait pas prise s'il s'agissait d'intervenir au Honduras-Belize, là, tu oui, vois le genre. oui, oui, c'est ça. Donc, il y a cet aspect-là. Moi, ce qui m'a intrigué au début de- des bombardements israéliens, c'est le caractère très modéré des condamnations russes, pour ne pas dire que la Russie a pris ses distances. Il ne faut pas oublier que la Russie a d'excellentes relations avec Israël. Il y a quand même, Israël, il y a une communauté juive quand même assez d'abord, importante en Russie. il y a 1 million de Russes juifs en Israël même, qui est le Mhm. résultat évidemment de tous ces gens qui ont quitté la Russie au cours des 30 dernières années. Et Netanyahou a téléphoné à Poutine le 8 mai dernier pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire russe sur les nazis. Il y avait même une délégation israélienne dans les gradins du Kremlin alors que les pays occidentaux avaient boycotté
cette cérémonie. Les Israéliens n'ont jamais adopté de sanctions contre la Mhm. Russie dans la question ukrainienne. Donc, ils sont très proches. Et j'allais dire, pour être encore plus cynique, deux criminels savent se reconnaître, puisque tous les deux sont inculpés par la Cour pénale Ouais. internationale. Donc, je ne sais pas s'ils vont se retrouver dans la même prison à un moment donné. Ça, c'est pour l'avenir. Donc, la Russie a d'excellentes relations avec Israël. Elle a aussi de bonnes relations avec l'Iran, mais est-elle prête à sacrifier sa relation avec Israël, le début du dégel avec les États-Unis pour sauver l'Iran? Il Mhm. semble pas que non. Et la Et- rumeur qui pourrait circuler, qui circule peut-être à Washington, c'est que tous ces coups de téléphone entre Trump et Poutine depuis 3, 4 semaines, parce que ça s'est accéléré, pourraient vouloir dire qu'un deal est en train d'émerger entre les deux, où l'Iran est abandonné et l'Ukraine est abandonnée aux mains de la Russie. Ça pourrait être un scénario. Est-ce qu'il faut être aussi cynique que ça? En tout cas, ça vaut une discussion puis une réflexion. Oui, oui. Mais ce qui est paradoxal, c'est que je pense que il y a quelques mois à peine, je ne me souviens pas exactement, mais la Russie et les Iraniens ont signé un accord stratégique Hmm. de 20 ans. Donc, évidemment, tu sais, si la Russie abandonne un Mais il nouvel n'y a pas allié comme d'accord de ça, défense. Il n'y a pas d'accord de défense, hein. non, mais ils appellent ça un accord. Je voudrais retrouver exactement le titre de Non, mais l'accord. il y a eu une déclaration, je pense, de la porte-parole des Affaires étrangères qui a dit il y a pas de, on ne viendra pas au secours de l'Iran, là, Non. militairement. De toute façon, la Russie n'aurait pas les moyens de toute façon. Et puis, je Voilà. pense que les Russes ont eu des Iraniens ce qu'ils souhaitaient. Donc, au début du conflit en Ukraine, les Iraniens leur ont envoyé beaucoup de drones. Ouais, Mais d'après ce que j'ai lu maintenant, c'est les Russes maintenant qui produisent là, ces drones-là. ouais, Donc, ils n'ont plus besoin de les importer de l'Iran. Donc, oui, à cet égard-là, ils pourraient laisser tomber leur nouvel allié si ça ouais, leur permettrait d'obtenir des acquis territoriaux ailleurs. Mais c'est ça, l'Iran est, je pense, clairement là, isolé en ce moment. Et puis, on a vu au cours des derniers jours, l'ayatollah s'est montré ouvert à nouveau sur la question du ouais, mais là, nucléaire. Puis c'est trop peu, trop tard. c'est ça, c'est allé trop loin. Puis les Israéliens vont pas. Le chien a mordu à l'os, là. Voilà. Puis Et il ne faut pas oublier que Netanyahou est gonflé à bloc. Je veux oui. dire, depuis 6 mois, il a éliminé tous ses ennemis. Le Hamas, le Hezbollah, la Syrie n'existe plus. Mhm. L'Iran est en train de C'est, s'effondrer. c'est, L'Irak ne représente plus une menace. Alors, il reste les Houthis au Yémen, mais bon, oui, tu ben, sais, enfin, c'est tu sais, c'est moins une menace c'est existentielle. marginal, c'est C'est ça, donc, marginal. ils ont la possibilité en ce moment, là, tu sais, tu sais, ils ont réussi à détruire les tentacules de la pieuvre, Ouais, le Hamas, le Hezbollah, la Syrie. Là, ils ont l'opportunité d'attaquer la tête de la la tête. pieuvre. Voilà. Puis, Ils vont le faire. Ils vont ah oui, continuer. ah oui, Moi, je pense ils que arrêteront pas. Netanyahou n'est pas intéressé par la diplomatie. Il sent qu'il peut. Maintenant, c'est toujours le danger, hein, de cette espèce d'hubris. On a vaincu tout le monde, alors allons-y pour un pays de 80 millions d'habitants. On va renverser le régime, comme tu le disais, mais on va le remplacer par qui exactement? Je veux Des dire, républicains? On parle même du retour du fils ben oui, de Mohamed Reza Pahlavi, c'est ce que, le dernier empereur. c'est ce que je voulais évoquer. Tout ça n'a aucun sens. Ben non, on parle de lui comme si c'était le sauveur, le rétablissement de la lignée impériale des. Il va se faire massacrer à son retour à Téhéran. Ben oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, oui, avec raison, on critique le régime des Mollahs, c'est un régime ignoble qui n'a aucun respect pour les droits humains, mais il faut aussi se rappeler que le Ben régime oui, du paternel n'était pas mieux, là. La police non, non. secrète du Shah, c'était une Du des chat, pires c'était quelque chose. sur la planète dans les années 60-70. Donc, les vieux en Iran
ont gardé un très mauvais souvenir de ce régime-là. Donc, puis en plus, il y a eu la révolution, le fils avait quoi, 5 ou 6 ans? Je veux dire, quelque chose comme c'est pas une ça. personne qui a grandi, qui a vécu Ben non, en Iran, absolument à pas. part bon, ses racines, inévitablement, il est iranien, mais il est beaucoup plus américain qu'iranien maintenant. Puis Bien si sûr. on parle de rétablissement d'une lignée impériale, il ne faut pas oublier un autre problème, c'est qu'il n'y a pas de fils. Il y a trois ou Ouais. quatre filles. Puis, OK. dans le système impérial iranien, une femme ne peut pas succéder, peut pas accéder Ouais. au trône impérial. Donc, vous Ouais. ramenez quelqu'un qui a déjà un certain âge, Ouais. mais qui a pas de successeur, quelqu'un qui n'a aucune racine à l'exception de ses racines ancestrales dans le pays, ça ne fonctionne pas, là. Non. Mais bon, mais tu sais, En je tout veux dire, à cas, quelque part, les Américains, faut vraiment faire, en tout cas, faut faire confiance aux Américains lorsqu'on vient le temps de mettre en place un leader dans un pays où il vient d'avoir un changement de régime pour souvent prendre la pire des la, solutions, là. la Parce mauvaise que, solution. tu sais, à quelque part, j'ai l'impression que les Américains réfléchissent toujours en fonction de la solution militaire. Parce que c'est là où ils ont l'avantage de toute façon, mais ils réfléchissent jamais à ce qui vient après, la Ouais. dimension politique. Puis je pense que vraiment, on l'a vu en Irak en 2003, et ma foi, il y avait un manque de culture générale sur cette région-là, en Mm. s'imaginant, on va renverser Saddam Hussein, on va mettre en place une démocratie libérale. Démocratie libérale, c'est des valeurs universelles qui sont souhaitées par tout le monde sur la planète. Donc, c'est un système qui, de facto, peut très bien fonctionner dans n'importe quel pays du monde. Ça ne fonctionne pas comme ça, là. Mais j'ai l'impression Alors, que il n'y a pas c'est, cette réflexion-là, puis il pourrait très bien, 20 ans après la gaffe qu'ils ont commise en Irak, commettre à nouveau, ou en tout cas participer 20 ans plus tard à une gaffe similaire en Iran, là. voilà. Je conclurai par pour les Américains, chaque problème est un clou qui a besoin d'un marteau. Ouais, Alors, c'est un peu ça leur philosophie. ouais. Donc, moi, je vais te parler du G7. Vas-y. Ça a été un peu Donc, un coït interrompu. Disons, on s'attendait peut-être à davantage. Trump est parti avant la fin, puis ouais, ouais. Alors, moi, j'avais écrit dans la presse, je crois que c'est au mois de janvier ou février, quand Trump a été intronisé, que, à mon avis, il bouderait le G7, le sommet de l'OTAN et le G20. Le G20 qui va avoir lieu en Afrique du Sud au mois de novembre prochain. Et l'OTAN, c'est la semaine prochaine. Et là, bon, j'ai eu tort ou raison sur le G7, puisqu'il a fait la moitié et encore, la moitié du sommet. Et je pense qu'il avait envie de partir et que le bombardement israélien était un prétexte pour justement pas discuter avec ses alliés de ce qu'il considère comme étant le précaré des grandes puissances, c'est-à-dire les gens sérieux, les États-Unis, la Russie, Israël, bien sûr, dans le cas présent, discutent de ces choses-là et on n'a pas de temps à perdre autour de la table avec l'Union européenne, puis la France, puis le Japon. Donc, ça, c'est pour le G7. L'OTAN, la rumeur circule qu'il n'irait pas au sommet de l'OTAN. Euh, et d'ailleurs, Zelensky, qui s'est pointé à Kananaskis après un voyage très long, a été très déçu, bien sûr, puisque Trump n'était pas là. Il a dit qu'il n'était pas sûr d'aller lui-même au sommet de l'OTAN. Et puis enfin, le G20, vers la fin de l'année, ben, comme Trump déteste l'Afrique du Sud à cause de ses soi-disant politiques racistes envers les Blancs, ben, je serais surpris qu'il fasse le voyage en Afrique du Sud. Et tu connais le grand intérêt de Trump pour les pays africains. Je ne sais pas si je devrais répéter ce qu'il a déjà dit, mais c'est c'est pas en haut de they sa liste are, des priorités, là. Ouais, they are shit ouais, all, hein, c'est ce ouais, qu'il avait dit. ouais. Donc, Dans son ce premier, G7, dans son premier mandat, oui, oui, ça dans son remonte à. premier Ouais, mandat.
Ce qui ne l'avait pas empêché de recevoir une délégation de chefs d'État africains à la Maison-Blanche. Cela dit, ce G7, c'était la première manifestation internationale organisée par Trudeau, bien sûr, parce que c'est quelque Oui, chose qui arrive, c'était prévu longtemps d'avance, c'est là, dans le c'est ça. calendrier, Ouais. mais la première sortie internationale de Mark Carney, et ma foi, je trouve qu'il s'en est assez bien tiré, puisque, bon, d'abord, les autres ne sont pas partis, et puis, il avait invité un certain nombre de chefs d'État qui sont tous venus, et sauf le Sauf, président de l'Indonésie qui avait été invité et qui a préféré aller au Forum économique de Saint-Pétersbourg qui se tient encore ce week-end et, et, à Saint-Pétersbourg. et Et Ben, il avait invité Mohamed Ben Ben, Salman de l'Arabie saoudite qui a préféré décliner l'invitation. Et donc, à peu près tout le monde était là. Et quand tu regardes la composition de ce groupe, ce sont tous des chefs d'État qui représentent des pays du G20. Et c'est presque une pré-rencontre du G20 parce que les 7 pays du G7 sont membres du hmm. G20 et il y avait une dizaine de chefs d'État étrangers, dont 7 ou 8 sont membres du G20. Donc à peu près tout le monde était là aussi. Ce qui me fait dire, moi, que de plus en plus, c'est le G20 qui prend de l'importance et à un moment donné, le G7, c'est un peu comme l'Empire romain finissant, tu vois. Il décline, c'est-à-dire il est beau, il est fort, on le craint, mais il décline lentement mais constamment. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit à l'empereur, bon, ben c'est fini, là, il faut partir parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le pouvoir. Ouais. Alors, on verra ça dans les Ça, prochaines années, bien sûr. en tout cas, il y a cette aura de puissance dans la mesure où les Américains sont vraiment Ah partie ben, prenante de ces réunions-là. À et partir c'est du moment intéressant. où le président américain commence à boycotter ou assister à moitié à ces réunions-là, Ben, c'est tu sais, intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des statistiques qui sont sorties cette semaine et qui indiquaient qu'il y a une quinzaine d'années, les États-Unis dans le G7, c'était 40% du PIB du G7. Aujourd'hui, c'est 60%. Ça veut dire que la part des 6 autres a n'arrête diminué. pas de baisser. Ben On oui, dit parce que souvent que chez les BRICS, c'est la Chine qui tient les BRICS. D'une certaine façon, c'est vrai. Ils sont très puissants, la deuxième économie du monde, etc. mais Mais les, quand on regarde le G7, les Américains sont en train de tout écraser. oui, oui. Alors, Mais par contre, dans le cas des BRICS, je pense que les taux de croissance économique des pays membres ou des pays ah ben associés oui, sont énormes, sont très élevés, alors que dans le cas du Canada, de la France, de non, la puis Grande-Bretagne, la France, c'est anémique, les taux de c'est croissance. anémique. La démographie en Euh, déclin je pense que les aussi. derniers chiffres, c'est le, le G7, c'est 36% ou 39% du PIB mondial et les BRICS, c'est 40-42. Ah oui, Alors, on voit très bien comment le pouvoir se déplace. Donc, pour revenir au G7, qui s'est conclu mardi, euh, je crois malgré tout que Carney a fait un bon travail, il a atteint ses objectifs. Ça s'est assez bien déroulé pour lui et il peut dire, dans les circonstances, que c'est un succès diplomatique. On verra pour l'avenir du G20. Maintenant, euh, la discussion sur les questions géopolitiques, parce qu'il ne faut pas oublier au G7, on ne parle pas simplement de sécurité. On parle d'économie oui, d'abord. Ça a été créé pour pour ça. ça en 1975-76. Les questions de sécurité, c'est davantage Ben, l'OTAN. Oui, ça ça en fait s'est partie, mais accumulé parce que j'ai regardé le communiqué final du G7 de l'année dernière en Italie, communiqué de 36 pages couvrant une vingtaine de sujets différents, dont bien sûr l'Ukraine, le Moyen-Orient, les changements climatiques, les minéraux stratégiques, etc. Cette année, devant les pressions américaines, il n'y a pas eu de communiqué final, il y a eu des petites déclarations par sujet.
pour encore là satisfaire les Américains. Mais sur la question ukrainienne, il n'y a rien eu. Ben, Il y a eu simplement la déclaration de l'hôte de la réunion, mais il n'y a pas eu de communiqué ouais. euh, Ben, c'est ça, indépendant. le Canada a annoncé quoi, 4 milliards Alors, supplémentaires? donc ça, c'est toujours, ce qu'on ne nous dit pas là-dedans, c'est les détails, hein. On Oui, annonce 2,3 milliards pour le militaire, 2 milliards pour la pour reconstruction. la reconstruction, mais quand est-ce que c'est décaissé tout ça? Et on ne le sait jamais. Ouais. Et ça risque, en tout cas pour la reconstruction, je ne vois pas le chèque arriver demain matin parce que l'Ukraine est bombardée tous les jours. Donc, j'imagine qu'ils vont attendre qu'il y ait au moins Mais un cessez-le-feu. Mais si on ajoute ces 4 milliards-là à ce qui a déjà été annoncé, on approche maintenant, la contribution canadienne, on approche du 25 milliards, là. OK, J'ai fait la vérification en termes de contribution. Le Canada se situe en quatrième ou en cinquième position, c'est pas contribution possible. globale. Donc, vous avez évidemment les États-Unis en premier, l'Union européenne, le Japon. Le Japon est devant le Canada, la Grande-Bretagne aussi. Mais donc, on est en quatrième position. Ouais, Mais je pense que si on commençait à faire l'analyse par tête de pipe, par ouais. capita, le Canada serait peut-être en En première dernier. position. En En première première position. position. Ben, OK, 25 milliards pour une c'est population beaucoup. de 40, de 40 millions de Canadiens, ça fait, commence à faire pas mal d'argent par contribuable, là. Donc, ça m'amène à parler du sommet de l'OTAN parce que c'est lié avec le sommet du G7 et en particulier de la guerre en Ukraine parce que ça va être encore une fois le sujet de l'heure avec l'augmentation des budgets militaires puisqu'on va Puis fixer un barème à 5 à 5 là. mais il y a quand même une souplesse ici là, dans le 5 Et il y a déjà des pays, il y a Heureusement déjà pour le des pays Canada. oui, mais il y a déjà des pays qui rejettent le 5 %. L'Espagne a été très claire il y a 2 jours. Il n'est pas question qu'ils acceptent ça. Il y en a peut-être d'autres qui vont le dire aussi. Donc, Zelensky est venu au G7 parce qu'il espérait rencontrer Trump, et c'était important pour lui parce que la dotation de 65 milliards de dollars de l'année dernière vient à échéance, et là, ils sont en train de préparer le budget 2026. Et le secrétaire à la Défense ainsi que le vice-président Vance ont bien dit publiquement que la dotation financière allait être considérablement réduite envers l'Ukraine et que les transferts d'armes qui n'ont plus cours actuellement. La seule coopération qu'il y a entre les deux, c'est le renseignement, Ouais. qui est important, bien entendu. Alors, l'Ukraine se retrouve face à quelque chose de difficile, là, parce que c'est bien beau les Européens, mais on compte beaucoup sur la dotation financière américaine et l'appui diplomatique américain. Alors, on verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comment les Ukrainiens vont remplacer le manque à gagner américain. Et donc, ce sommet de l'OTAN risque d'être tendu autour de l'Ukraine, qui sera le premier sujet, et le deuxième sur l'augmentation des budgets de Mhm. défense. Depuis 2014, on avait dit aux pays de l'OTAN, en fait, les pays de l'OTAN s'étaient dit à eux-mêmes, puisque les médias Ouais. n'arrêtent pas de dire que c'est l'OTAN et son secrétaire général qui disent qu'il faut atteindre le 2%, alors que le secrétaire général n'est qu'un fonctionnaire sans pouvoir. Les États membres de l'OTAN s'étaient entendus pour atteindre un objectif de 2% de leur produit national brut pour euh, pour les dépenses militaires. Ils ont fini par l'atteindre pour la majorité d'entre eux, évidemment à coups de bâton venant des Américains. Ah ouais. Les Américains maintenant demandent 5%, ce qu'eux-mêmes ne sont pas capables Mhm. d'atteindre, puisqu'ils sont à 3,5%. Je pense que le seul pays membre de l'OTAN qui est à 5 ou qui s'en rapproche, c'est la Pologne. Puis Alors, on a peut-être la Pologne, les trois pays baltes, mais
C'est Il y ça a qui. un des Pays-Bas et il y a la Grèce aussi. Mais je me suis déjà amusé à regarder le détail de ces 5%, Ah ben, le oui. détail des budgets. Ah ouais. Alors, c'est évident que si vous consacrez 80% de votre budget au salaire des soldats, ben, le 20% n'achète pas beaucoup de matériel Non, militaire. ça défend pas mieux le pays. Puis c'est le problème Ça défend pas mieux le pays. avec le Canada, parce que Carney a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait atteindre la cible du 2%, mais en entrevue, il a dit que ça allait permettre un rattrapage salarial que Oui, un rattrapage salarial. que les soldats méritent, évidemment. Mais c'est ça n'achète pas plus d'équipement si on augmente le Alors, salaire des soldats. la demande encore là que les États se sont fait, l'objectif à atteindre, c'est 25% en capital. C'est-à-dire que dans l'ensemble du budget, il faut que 25% soit consacré à l'achat de matériel militaire. Certains pays Ouais, dépassent ça, comme les États-Unis. Eux sont presque à 40% de l'achat ouais. de capital, en capital. Mais d'autres pays, à peine Sont- 15%, 20%. oui. Bon. Alors, l'idée ici du 5%, évidemment, a froissé pas mal de pays. Ce qui fait que le secrétaire général est revenu à la charge avec une formule où il y aurait 3,5% pour le vrai militaire et 1,5% pour les infrastructures dites de sécurité, Mhm. ce qui est plein de bon sens, me semble-t-il. Ça peut être calculé. Mais même le 3%, le 3,5% a quelque chose d'absurde. Parce que si on l'applique immédiatement aux- au Canada, le Canada a atteint 1,6, 1,7, ça dépend comment on calcule, là. Ouais. Mais 3,5% dans 5 ans, ça veut dire que le budget actuel passe de 40 milliards par année à 80 ou 90 Ouais. milliards dans 5 ans. Il n'y a pas un gouvernement qui va survivre politiquement Non. en annonçant qu'il va consacrer Oui. 90 milliards de dollars à la défense, surtout pour acheter des armes américaines. Parce que Ben oui. c'est ça le non-dit de ces budgets qui augmentent rapidement, c'est que tout le monde va se retourner vers le Canadian Tire qui est capable De d'avoir le fournir, matériel de en stock fournir. Ben oui, c'est que les Américains que qui sont les capables. Américains. Ben oui. Alors encore une fois, l'industrie militaire européenne est baisée par les menaces américaines. Donc, non seulement ils sont menacés par les Russes, mais ils sont menacés par les Américains. Il y a des pays qui jouent dans ce jeu-là, la Pologne, par Et qui exemple, achètent énorme. Ben, c'est que du matériel énormément, américain. que du matériel américain pour plaire aux Américains, Ben, en espérant que les Américains les défendraient contre les Russes. Moi, je pense que les Américains ne non, lèveraient pas le plus petit doigt pour défendre la Pologne. non. Puis l'autre chose sur les investissements en capital comme ça pour du matériel militaire, c'est une chose de le dire, mais je pense que ce qui manque a priori, d'abord et avant tout, c'est une réflexion profonde sur la nature des conflits militaires qu'on Et va avoir voilà. au cours du 21e siècle. Tu sais, si on se met à dépenser des milliards et des milliards de dollars pour acheter des chars d'assaut, sur Ou papier, des ben, F-35 à 100 millions. c'est ça, tu sais. Sur papier, bon, ben, le territoire canadien est mieux défendu qu'il l'est en ce moment avec les F-18 puis les chars Léopard qui ont le design de 50 ans d'existence. Mais il faut Ouais. regarder ce qui se passe en Ukraine où il y a des milliers de chars d'assaut sont en train de rouiller dans la steppe ukrainienne. Les avions, les chasseurs, ça survole plus vraiment le ciel Non. ukrainien parce qu'on peut les abattre relativement facilement. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y a pas une véritable réflexion sur le matériel. S'il y a une guerre contre la Russie dans 15 ou 20 ans, de quel matériel est-ce qu'on va vraiment avoir de besoin? Parce que Mais, d'abord et avant tout, des drones. Mais mais si on c'est pas commence, ça, mais c'est pas ça qui nous est prévu. Parce qu'on a quelques excités à l'Union européenne, à l'OTAN et dans certaines capitales qui vous sortent des rapports que personne n'est capable d'évaluer en vous disant que les Russes vont nous attaquer dans 3, dans 5 ou dans 7 ans, pas dans 10 ou 15 ans. là, Alors ça fait partie de la propagande de peur pour convaincre les opinions publiques d'adhérer à ces budgets c'est ça. astronomiques.
Puis là, on va acheter du matériel à gauche et à droite qui peut se révéler dans 10 ans, s'il y a effectivement un conflit contre la Russie, complètement désuet, complètement Ouais. inutile dans le cadre d'un conflit où il y a de la haute technologie, de l'intelligence artificielle, combiné avec du matériel comme des drones à quelques centaines de dollars qui font Mm. beaucoup plus de dommages. Puis on le voit là sur le théâtre d'opération en Ukraine. Vous avez des drones de 500 pièces qui détruisent des chars d'assaut américains qui valent des millions de dollars, là. Mm. Il y a ça aussi, outre le fait que, dans le cas du Canada, une grosse partie de ces augmentations-là va servir à payer le salaire des militaires, ce qui est en soi c'est louable, il n'y a pas de problème, là. Mais il faut Ouais. aussi regarder aussi le ratio entre le nombre de généraux puis de soldats, puis le salaire que les généraux gagnent au Canada, pour se dire, ben, est-ce que cet argent-là va pas contribuer? Parce qu'un brigadier général, un général une étoile, par mois, avant taxes et impôts, avant tous les prélèvements, je te le donne en mille. Tu penses que ça gagne combien par mois, un général une étoile au Canada, avant tous les prélèvements? 200 000 par année. Ça gagne 18 000 piastres par mois. Donc, Ah ouais, c'était on à est peu près ça. à 200 000. Ben, qu'on va leur donner une augmentation de salaire de 10 avec ces investissements-là supplémentaires. Tu Ouais. sais, à quelque Ouais. part, c'est pas ça que l'armée canadienne a besoin. Puis si ça sert à acheter du matériel, il n'y a absolument aucune réflexion qui a été faite au Canada sur la nature du matériel qu'on a de besoin pour les guerres de Mm. demain et aussi pour défendre le territoire canadien dans l'éventualité d'une attaque venant du Nord ou des Chinois ou, Ben, sait-on je pense jamais, que peut-être des Américains même. les Américains nous le disent, quel matériel on doit acheter. C'est le matériel made in USA, tu sais, Voilà. c'est, Voilà ce que j'avais à ouais. dire, mon cher, sur l'OTAN. Bon. Alors, Bon, ben écoute, ben, c'est déjà terminé. Donc, oui, écoute, très bonne discussion. ouais, ben, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on espère, on espère se reparler la semaine prochaine, qu'il n'y aura pas d'holocauste nucléaire d'ici là. Non, ça devrait pas. Donc, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à- à mettre un petit pouce sur la vidéo, sur YouTube, à partager avec vos amis, vos connaissances sur les différents réseaux sociaux. Ça nous aide à booster l'algorithme, à nous faire connaître. Puis, écoutez, sur ça, on vous souhaite une bonne semaine, puis ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Puis, ben, écoutez, bonne Saint-Jean pour les gens qui Oui, nous écoutent au Québec. Il y a même la majorité de nos auditeurs. Donc, on vous souhaite une bonne Saint-Jean, une bonne fête nationale. Puis, on se reverra presque à temps pour la fête du Canada. voilà. Allez, au revoir. Salut. Bonne semaine.